Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie, notre société. Aujourd'hui, je reçois Vincent Séguéla. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le secrétaire général de la Fédération Léo Lagrange. C'est quoi la Fédération Léo Lagrange ? La Fédération Léo Lagrange, c'est une grande association qui a passé ses 75 ans, donc c'est quelque chose qui est bien installé dans le paysage de l'éducation populaire. Donc c'est une association qui est reconnue d'utilité publique et qui a pour mission l'éducation et la formation tout au long de la vie. Et donc chez nous, ça commence tout petit, avec les crèches, évidemment, les actions sur la parentalité, beaucoup sur l'enfance et la jeunesse, qui est un peu notre cœur de métier, mais aussi auprès des adultes. Et notamment, nous sommes un organisme de formation assez important dans notre domaine. Voilà, avec cette idée que toute la vie, nous évoluons, toute la vie, nous avons besoin de se former. Et notre objectif, c'est aussi quand même que ceux qui nous fréquentent, grâce à notre action, deviennent des citoyens actifs aussi, le moment venu et le plus tard possible. Oui, effectivement, cette notion de citoyenneté, elle est centrale et on va y revenir puisqu'on est en pleine période d'élections municipales. Éducation populaire, je comprends bien ce qu'il y a derrière ces mots, mais je veux bien entendre votre définition à vous. Oui, alors c'est pas facile à définir l'éducation populaire, d'autant plus que tout le monde, effectivement, en a une certaine idée. Mais ce qu'on peut dire, c'est en gros, d'abord, c'est centré sur l'intérêt général et c'est porté par le tissu associatif. Depuis plus d'un siècle, il y a beaucoup d'associations d'éducation populaire. Hein, c'est quasiment un tiers, presque la moitié des associations en France. Donc ça consiste à, comme je disais tout à l'heure, à faciliter l'accès à tous à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, ou à la formation permanente. Donc, c'est différent de l'instruction. C'est-à-dire qu'on est complémentaire de l'éducation nationale pour ce qui est des enfants et des jeunes, mais on utilise aussi des méthodes différentes des lieux d'apprentissage, j'allais dire, traditionnels. Donc, on n'est pas dans un rapport sachant-apprenant. On utilise ce qu'on appelle des méthodes ou des pédagogies actives qui placent le sujet, l'enfant, le jeune, l'adulte, au centre de l'apprentissage par la mise en expérience, le débat et le partage d'apprentissage. Et voilà, et donc c'est un certain nombre d'actions, beaucoup orientées, on utilise beaucoup le levier sportif, le levier culturel, la mobilité également. C'est cet ensemble qui vise à nous aider à devenir citoyens, à nous aider à être parents, à rester dans les circuits du travail aussi, pour ce qui est de la formation et de l'insertion et de l'orientation professionnelle, par exemple. Est-ce qu'il y a une dimension politique à la création de la fédération? Est-ce qu'elle existe encore? Oui, bien sûr. L'objectif, d'abord, c'est l'intérêt général. L'intérêt général, c'est quelque chose de politique. Favoriser l'intérêt général plutôt que les intérêts individuels, c'est une forme d'orientation tout à fait politique. Évidemment, on porte le nom de Léo Lagrange, qui a été secrétaire d'État il y a exactement 90 ans, puisqu'il se trouve que c'est les 90 ans du Front populaire, et qui a été le premier secrétaire d'État chargé des loisirs et de la jeunesse, et donc de mettre en œuvre les premières politiques publiques autour du temps libre, puisque pour la première fois, tous les Français allaient découvrir les congés payés, donc les vacances. 90 ans après, il y a encore à peu près la moitié des Français qui ne partent pas en vacances chaque année, 40% d'enfants qui ne partent pas en vacances cette année. De ce point de vue-là aussi, militer pour favoriser le départ en vacances, oui, c'est un objet politique, bien sûr. Ouais, effectivement, avec quelques chiffres, plus de 43 000 adhérents, 900 000 usagers, 3 000 bénévoles. Je pourrais en citer beaucoup des chiffres. On a choisi cela, plus de 30 000 jeunes dans les dispositifs dédiés, plus de 45 000 personnes formées. Cette dimension-là de formation au long de la vie, ça prend quelle forme? Si vous pouvez nous donner des exemples de celles et ceux qui en bénéficient et de ce que ça change dans leur vie aussi, parce que c'est ça l'important. Bien sûr. Alors, quelle forme ça prend? On gère des crèches. Ouais. On gère des centres de loisirs, des accueils péri et extrascolaires, des maisons de quartier, des centres socioculturels, des centres sociaux, des espaces de vie sociale. On intervient aussi dans les collèges et les lycées sur des programmes, par exemple, de lutte contre les discriminations et le racisme, sur des programmes à l'éco-citoyenneté en élémentaire pour préparer les enfants à devenir de futurs
citoyens sensibles à l'environnement, sensibles aux vivants, etc. Et évidemment, comme je disais tout à l'heure, on est aussi un organisme de formation. Donc là, on intervient aussi bien sur des champs de qualification à des métiers divers et variés, dont les nôtres évidemment. On fait beaucoup d'orientation. On intervient par exemple auprès des publics sous main de justice. Donc on prépare le retour après avoir réparé, on prépare le retour de ces personnes sur le chemin de l'insertion. Pour que le séjour en prison serve vraiment à quoi il devrait servir, c'est-à-dire le retour dans la société après. Exactement, pour éviter la récidive, etc. etc. On travaille aussi auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à devenir français, ceux qui sont appelés à travailler en France. Donc on les accompagne, on les forme pour que ça fonctionne, que l'intégration soit réussie. En juillet dernier, vous avez commandé une étude, piloté une étude avec Exopé, Eurogroupe ou Consulting pour mettre en lumière le poids économique et l'impact sociétal de cette éducation populaire. Je vais donner quelques chiffres. Résultat de cette étude, 467 000 salariés, 430 000 associations, 26 milliards d'euros de budget annuel. Ça représente plus de 1% du produit intérieur brut national. Pourquoi vous vous êtes dit qu'il faut qu'on mette ça sur la table ? Parce que traditionnellement, et c'est peut-être la faute des associations aussi, on est très centré sur notre objet. Nous sommes non lucratifs. Donc nous, notre objectif, c'est pas gagner de l'argent pour rémunérer des actionnaires ou que sais-je. Donc nous sommes sur l'intérêt général. Nous défendons des causes. Les uns et les autres, et sensiblement les mêmes dans l'éducation populaire, puisque c'est ce qui nous réunit. Et donc on est apprécié. Mais ça suffit pas. Vous aviez le sentiment de passer un peu sous les radars. On voudrait être reconnu. Mais bien sûr, par exemple, il y a eu depuis quelques années toute une politique à destination des entreprises, dite politique de l'offre, où donc on a progressivement effacé les impôts de production, dite production. Nous, curieusement, on n'y a pas eu droit. Pourtant, les associations payent ce qu'on appelle une taxe sur les salaires, qui est un impôt de production. Nous, curieusement, on n'a pas eu le droit à cet effort qui nous permettrait demain d'investir davantage, de nous développer et de faire plus d'intérêt général sur le territoire. Donc on s'est dit, sans renier nos valeurs, sans mettre nos projets de société associative derrière, il faut qu'on parle aux Français et aux décideurs pour dire que nous avons un impact, y compris économique et réel, dans la vie des Français. C'est le cas, par exemple, si on fait un zoom sur le péri et l'extrascolaire ou les crèches, la présence de politiques et d'associations comme nous qui gérons des crèches, des accueils de loisirs, du périscolaire et de l'extrascolaire, ça permet à beaucoup de Français et de Françaises d'aller travailler. Donc ça crée du PIB. Donc ça favorise aussi également, vous vous en doutez, le rapport égalité femmes-hommes au travail, parce que s'il faut garder les enfants, vous savez comment ça se passe, même si les choses progressent. Et c'est bon aussi pour, j'allais dire, le portefeuille, le pouvoir d'achat ou le pouvoir de vivre des familles, puisque un accueil péri-extrascolaire, ça leur coûte à peu près 3 000 euros en moyenne par an, et ça leur permet de générer ou de conserver 11 000 euros de revenus par an. Et ça pose la question des communes. On est en pleine élection municipale, on va s'intéresser et prendre le temps de creuser certaines de vos propositions. Mais quand je vous entends, donc vous dites on n'a pas été concerté par la politique de l'offre, mais peut-être même pire, là, les associations, elles voient leur budget, leurs subventions rognées. Est-ce que vous le ressentez au sein de ce tissu-là qui représente l'éducation populaire? Très clairement, en ce moment, la période pour nous, c'est pile tu gagnes, face je perds. Donc on n'a pas été concerné par la politique de l'offre. Et effectivement, en plus, tous les mécanismes financiers et économiques à destination des associations d'éducation populaire sont orientés à la baisse. Les moyens de l'État. Ceux des collectivités locales aussi. Ceux des collectivités locales aussi, par le truchement notamment de la baisse des dotations d'État vers les collectivités. Et attention, il y a aussi des collectivités qui font des choix qui ne sont pas ceux de l'éducation populaire et qui sont, pour reprendre une formule que nous connaissons bien dans notre environnement, de préférer faire des ronds-points plutôt que d'ouvrir des places de crèche, par exemple. Alors, je vais vous citer. Il faut tout un village pour élever un enfant. L'éducation est une responsabilité collective. Parents, enseignants, animateurs et associations, élus, voisins. Nous sommes tous des acteurs éducatifs. Dans le mot communauté, il y a le mot
commune. J'ai choisi cette citation pour ouvrir ce chapitre consacré aux élections municipales parce que vous avez ouvert une sorte de plateforme nationale dédiée au territoire sur le titre « Pour des territoires éducatifs, ouvrons tous ». L'objectif, c'est quoi ? C'était et c'est, puisqu'on est, entre les deux tours de ces élections municipales, d'en faire un enjeu central de ces municipales, l'éducation populaire ? Oui, bien sûr. Il faut en faire un enjeu central. C'est assez réussi. On est assez content. En tous les cas, il y a des sujets, notamment le péril extrascolaire, la petite enfance, qui sont assez présents durant cette campagne. Et c'est effectivement une responsabilité importante pour une collectivité locale. Donc, il y a d'autres sujets évidemment qui préoccupent les Français à la campagne ou dans les villes. Derrière ce que nous prenons aussi, il y a effectivement la question de la citoyenneté. Nous n'oublions pas que tout ce que nous faisons en termes d'éducation et de formation tout au long de la vie, et c'est ce que démontre l'étude qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est que partout où il y a eu de l'éducation populaire, ça fait des Français qui sont davantage engagés. De façon très sensible, 30 à 50%, c'est-à-dire que demain ils seront dans les associations, demain ils seront dans la vie syndicale, et donc le paritarisme. Demain, ils seront eux-mêmes candidats. Ils sont beaucoup plus électeurs que ceux qui n'ont pas de contact avec l'éducation populaire. Ils ont beaucoup plus confiance en eux pour 50% de plus. C'est quand même très important sur le rebond professionnel, c'est-à-dire que leur passage à l'éducation populaire leur a permis d'acquérir des compétences de base, des compétences transverses comme prendre la parole, avoir confiance en soi, etc., qui leur permet d'être confiants dans leur avenir, notamment professionnel. Donc l'enjeu de la citoyenneté aussi, à l'échelle communale, est très important parce que devenir citoyen, ça s'apprend. Donc, si je reprends la même étude évoquée, par exemple, les enfants qui passent par l'éducation populaire, curieusement, sont plus souvent ceux qui sont délégués de classe. C'est quand même un signe. Effectivement, donc il y a un affect. Moi, je vois l'impact sociétal, mais économique. C'est aussi ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites. Vous faites des propositions à hauteur d'enfant dans cette plateforme. Je veux bien quelques exemples pour voir ce que c'est qu'une proposition à hauteur d'enfant. Le constat que nous faisons, nous ne sommes pas les seuls, évidemment, il y a beaucoup de collectivités qui le font avec nous, beaucoup d'autres associations ou acteurs du domaine, c'est que globalement, depuis des décennies, on a chassé les enfants et les jeunes d'à peu près toutes les politiques publiques, y compris l'espace public. Vous vous souviendrez sans doute que plus jeune, vous voyez des enfants qui jouaient dans la rue. Ça n'existe plus, quasiment plus. Moins. Beaucoup moins. Donc remettre la ville à hauteur d'enfant, c'est repenser la ville aussi pour les enfants. C'est le sens de la convention citoyenne organisée par le Conseil économique, social et environnemental à la demande du gouvernement. C'est aussi repenser les rythmes de l'enfant, le rythme à l'école, les rythmes en dehors de l'école, plutôt que d'organiser tout cela autour des contraintes des parents, autour des contraintes des services municipaux, etc. etc. Bref, ailleurs, prendre en compte les enfants et les jeunes et pas seulement l'adulte. Donc ça va aussi bien sur l'aménagement du territoire, la question des mobilités, les horaires, les espaces qui leur sont réservés, la parole qu'on leur laisse, qu'on leur donne ou pas. On leur donne pas pour l'instant ? Pas beaucoup. Par exemple, dans nos propositions, il y a évidemment beaucoup de collectivités qui ont des conseils municipaux d'enfants, de jeunes, mais pas tant que ça. Et donc nous invitons les collectivités à mettre en place des instances de participation et de concertation dès le plus jeune âge, parce que plus, encore une fois, enfants, on est habitués, stimulés, etc. Ils vont devenir citoyens. Voilà. Même s'il peut peut-être y avoir une frustration, ma question elle est ouverte. C'est-à-dire que moi je trouve ça super. J'en vois, par exemple, j'ai aussi une émission sur la chaîne Public Sénat, donc on voit il y a une sorte de Sénat des enfants qui est organisé chaque année, etc. Ils font des propositions. Je me dis mais ça, qu'est-ce qu'il en sort après ? Dans un conseil municipal des enfants, est-ce que ne serait-ce qu'une proposition est parfois reprise par le maire pour en faire un vrai projet ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être aussi frustrant pour un enfant de se dire « Ah, on a eu plein d'idées » et puis on voit rien arriver. Oui, mais c'est aussi un apprentissage de la démocratie.
on a eu plein d'idées, mais elles étaient peut-être majoritaires. On ne peut pas tout faire, donc vous voyez, tout ça n'est pas inintéressant. Ceci dit, en creux dans votre question, il y a un message de fond. D'ailleurs, qui n'est pas que la question des enfants et des jeunes, qui est un sujet un peu pour nous tous, qui est le renouveau démocratique. Bien sûr. Donc, en fait, tous les Français attendent d'être considérés et écoutés par ceux qui ambitionnent et qui se présentent pour diriger, que ce soit une commune, un pays ou être au Parlement. Et ça, pour nous, c'est très important. Ça s'appelle le dialogue civil et le dialogue citoyen. Et nous pensons que c'est un problème aujourd'hui dans le pays, que la société civile ou les citoyens ne sont pas assez associés. Et donc, vous le savez très bien, on le sait dans toutes les entreprises, si vous embarquez pas vos équipes, si vous associez pas les équipes au projet, c'est plus difficile de leur faire adhérer par la suite. Il y a notamment ce qu'on appelle le projet ou les projets éducatifs de territoire. C'est quoi un projet éducatif de territoire et puis quels sont les objectifs ? Alors le projet éducatif de territoire, c'est un instrument qui est né avec la réforme des rythmes de l'enfant et scolaire de 2013, avec le ministre Peillon, et donc le retour à la semaine des 4 jours et demi. Et donc c'est un outil à la main des collectivités locales, c'est elles qui le pilotent, et qui permet de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs agissant autour des enfants et des jeunes pour se coordonner, assurer ce qu'on appelle la continuité éducative et assurer la complémentarité éducative. On rejoint là, il faut tout un village pour élever un enfant, c'est-à-dire que tous les acteurs sont complémentaires. Le boulanger, le conducteur de bus, l'enseignant, l'éducateur, les parents naturellement, le théâtre, la piscine, etc. Donc comment, grâce à cet outil, on organise la continuité et la complémentarité éducative dans l'intérêt évidemment des enfants. Donc c'est un instrument qui est établi, qui est très bien évalué, très apprécié par les partenaires que nous sommes, mais aussi la Caisse nationale d'allocation familiale, puisque derrière, évidemment, ça permet de tracter les financements, de les coordonner vers des objectifs communs, partagés. Et donc c'est un outil, un instrument très important. Et donc nous demandons, nous, qu'il soit généralisé et qu'il prenne de l'amplitude. C'est-à-dire trop de projets aujourd'hui concernent que la tranche des enfants, puisque c'était, comme je le disais tout à l'heure, l'assise était la réforme des rythmes à l'école. Et donc nous prenons qu'il soit ouvert dès le plus jeune âge, donc qui intègre la parentalité et les crèches, donc dès 0, dès la naissance, voilà. Et jusqu'aux jeunes, mais les jeunes, pour nous, c'est au moins jusqu'à 26 ans. Aujourd'hui, trop souvent, ça s'arrête à 17-18 ans, ce qui est une difficulté de notre point de vue. Une question de celui qui était à votre place la semaine dernière, Félix Delahaye, qui est directeur général de Tomorrow Food. Alors, son entreprise, elle crée des espaces, des restaurants et des espaces culturels. Donc, forcément, il a intégré cette donnée à la question. Bonjour Vincent, vous qui travaillez sur des dynamiques d'éducation pour les enfants, comment incluez-vous la logique d'alimentation et de loisirs culturels dans vos programmations en termes d'éducation ? Alors on pourrait généraliser le bien manger et l'accès à la culture. Ça fait partie de l'éducation populaire, ça ? Complètement. Je vais commencer par le bien manger. Alors d'abord, vous dire qu'on est aussi une association de défense des consommateurs, secteur qui est très malmené, pour pas dire chassé de la sphère des politiques publiques. Je pense évidemment à la fin programmée de l'Institut national de la consommation et d'autres collectifs, dont l'éthique sur l'étiquette, duquel nous faisons partie. C'est-à-dire que nous agissons en amont auprès des pouvoirs publics, déjà pour que le consommateur soit éduqué et qu'il ait l'information utile. En gros, je dois savoir ce qu'il y a dans mon assiette, donc d'où viennent les produits, etc. C'est pas anodin comme travail. Après, évidemment, plus classiquement et plus concrètement, on travaille au quotidien avec nos publics, donc ça passe par quoi ? Par des ateliers cuisine. À travers les ateliers cuisine, évidemment, on apprend l'équilibre alimentaire, on apprend qu'il vaut mieux faire la cuisine soi-même que plutôt que d'acheter des produits transformés qui sont souvent trop gras, trop sucrés, avec des emballages, évidemment. On travaille aussi sur les jardins. Alors ça peut paraître évident et des fois un peu bisounours, mais avec des enfants, leur apprendre à faire pousser un pied de tomate, c'est le début évidemment de la réflexion sur la chaîne alimentaire. On fait un travail aussi sur les petits déjeuners, parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui arrivent
le ventre pas complètement rempli, sur le goûter, complètement vide à l'école ou au centre de loisirs, etc. Évidemment, les goûters, etc. Donc ça, on travaille beaucoup effectivement avec les collectivités notamment. Et puis après, notre autre angle, c'est le jeu. On a une pédagogie joyeuse et par le jeu, vous vous en doutez. Donc on a des plateaux de jeux, on a des jeux de cartes, on a des publications à destination de nos professionnels ou de nos publics, leurs parents, pour découvrir ces problématiques-là. On a un jeu de cette famille, par exemple, la famille du gras, du sucré, de l'acide, etc. C'est très sympa avec des dessins rigolos, etc. Donc, pour apprendre à bien manger. Alors, et sur l'aspect culturel alors là, l'aspect culturel, là, c'est énorme. C'est omniprésent. C'est omniprésent. Le sport, la culture, c'est vraiment des piliers essentiels dans l'éducation populaire et dans nos actions. Donc, ça va de la complémentarité avec l'enseignement artistique et culturel. Ça va évidemment vers le soutien aux jeunes artistes. On accompagne beaucoup, mais le levier culturel, dans une logique d'émancipation, il est essentiel. La culture, elle va déranger, elle va susciter de l'émotion, de la discussion, etc. Et donc, c'est un levier qu'on utilise. Je vais vous laisser continuer de donner des exemples, mais le pass culture, finalement, il sert à quelque chose, il est trop embryonnaire. Le pass culture, comme toute chose par ailleurs, peut être critiquable sur certains endroits. C'est vrai que, comme souvent, tout n'arrive pas à toucher toujours les publics les plus cibles, donc ceux qui étaient le plus éloignés de la culture, mais quand même ça marchait. Nous, pour les municipales, on propose le pass curiosité. Donc là, il ne faut pas attendre quoi que ce soit de l'État, c'est la collectivité qui peut mettre en place un pass curiosité, c'est-à-dire qui permette aux enfants et à leurs familles d'aller découvrir les lieux culturels gratuitement. Voilà, pour aller découvrir, parce que on se cherche quand on est enfant, quand on est jeune, etc. Et donc, on se trouve comment? En expérimentant, en poussant plusieurs portes, etc. C'est peut-être la musique qui va m'accrocher, peut-être le visuel, le cinéma, peut-être l'art de rue, etc. Et donc, pour ça, il faut multiplier les occasions de contact. Donc, nous, on propose le Pass Curiosity. Donc ça... Et c'est à la discrétion des collectivités. C'est facile à organiser, etc. Et ça répond de cette logique et de l'importance pour nous de l'action culturelle, on va dire, dans la construction de chacun et dans son émancipation. Est-ce que la commune, c'est le bon échelon administratif ou est-ce que finalement, vous avez de plus en plus de discussions avec les intercommunalités? Bien sûr. Parce que c'est vrai qu'il y a 35 500 communes en France, il y en a peut-être un peu trop, mais c'est un débat qu'on ouvrira sans doute après ces municipales, là c'est trop tard. Si on se compare à l'Allemagne, il y a je crois 10 000 communes en Allemagne qui a beaucoup plus d'habitants que la France. Bref, c'est un autre débat. Mais est-ce que l'interco, c'est un échelon administratif qui vous semble peut-être plus efficace parfois pour lancer des politiques justement publiques en matière d'éducation, d'accès à la culture, au sport, etc., etc. Bien sûr, bien sûr. Et la plupart des intercommunalités ont pris la compétence enfance ou jeunesse, par exemple, ou de la petite enfance, précisément parce que organiser la création de places de crèche dans une ville de 1000 habitants, une autre de 500, etc., là, c'est évidemment plus intelligent et plus facile si on se regroupe. Donc c'est évidemment un échelon avec lequel nous travaillons. On travaille avec toutes les communes en milieu rural, l'urbain, le très urbain, le périurbain, quartier prioritaire, pas prioritaire. Nous, on s'adresse à tous. L'émancipation, c'est pour tous. Donc, c'est tout terrain. Vous avez parlé des crèches. Je veux bien qu'on termine là-dessus. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. Est-ce qu'il y a toujours autant de difficultés pour les familles à avoir accès à des crèches? Ou est-ce que c'est en train de se régler dans notre pays? Oui, il y a toujours à peu près, je crois que le dernier chiffre officiel, c'est en termes de disponibilité, c'est à peu près 62-63%. Bon, donc ça veut dire qu'il y a 4 familles sur 10 qui n'ont pas accès. Qui n'y ont pas accès. Okay. Donc c'est assez important. Avec la baisse de la natalité, mécaniquement, ça va s'améliorer. Mais enfin, si on arrive à 7 sur 10, ça sera le bout du monde. Donc ça reste un problème. Et l'autre problème, surtout dans ce secteur, qui est en crise, parce qu'il a été mal piloté au niveau des politiques publiques, et ça a donné lieu, vous le savez, à des rapports parlementaires, à des commissions d'enquête qui sont en cours sur des affaires tout à fait scandaleuses qui concernent des gestionnaires de crèches privées lucratifs qui n'existaient pas il y a 25 ans et qui aujourd'hui représentent 50% des places de crèches en France.
Donc quand vous avez des acteurs lucratifs, c'est-à-dire dont l'objet c'est quand même de gagner de l'argent, ce qui est normal, on ne peut pas en vouloir à une entreprise, c'est son objet. En tout cas, l'un de ses Mais objectifs. qu'une politique publique aussi importante, en 25 ans, ils aient capté 50% du marché pour faire ce qu'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire des dérives inacceptables, un impact sur l'emploi, parce qu'il y a plus grand monde qui veut venir travailler dans ces conditions-là. Oui, c'est un secteur qui est en difficulté, et plus que jamais, il faut que les politiques publiques, qu'elles soient nationales ou localement, se réintéressent à ce domaine et fassent là aussi le pari de l'intérêt général. D'abord, l'éducation populaire aussi. Merci beaucoup Vincent Séguéla, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.